Alors, une première question, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de méthodes sophistiquées pour savoir si une politique a marché? Est-ce qu'il ne suffit pas de regarder ce qui s'est passé après une politique et de comparer à ce qu'on avait avant? Et d'ailleurs, c'est une approche qui est assez plutôt celle qu'on va trouver dans les médias. Par exemple, pour savoir le bilan en termes d'emploi d'un président, les médias ils vont se mettre à compter le nombre d'emplois qui ont été créés durant le mandat du président. En général, quand on discute de l'impact d'une politique environnementale, on va dire, regardez, on a mis en place cette politique, les émissions ont monté après, ça veut dire qu'elle n'a pas marché. Et là, pas vraiment, vous avez beaucoup de facteurs qui s'entremêlent. Je passe sur ce graphique pour insister sur l'essentiel, qui est qu'en fait, toutes ces statistiques qu'on voit dans les médias, sur le CO2, sur le chômage, pour importantes qu'ils soient, le problème, c'est qu'elles vont nous informer sur ce qui s'est produit dans un monde avec cette politique. On a les émissions en Europe. Dans une Europe, on a mis en place un marché du carbone. Dans une Europe où certains États ont mis en place des taxes carbone. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est ce qu'on appelle le contrefactuel. C'est ce qui se serait produit dans un monde parallèle qui ne différerait d'une autre que dans la mesure où on n'irait pas implémenter cette politique. Donc c'est une expérience de pensée sur laquelle je vais insister qui est un peu bizarre mais qui est importante. Le contrefactuel, c'est qu'est-ce qui se serait passé dans un monde exactement pareil, mais si je n'avais pas mis en place de taxe carbone, par exemple, sur les émissions de CO2. Et c'est très important parce que si vous n'avez pas de contrefactuel, vous ne pouvez pas faire d'affirmation causale. C'est en tout cas ce que nous apprend une des approches mathématiques courantes de la causalité, qui est le modèle causal de Rubin. Donc dans le modèle causal de Rubin, si vous vous intéressez à l'effet de A, vous allez comparer ce qui s'est produit avec A, avec cette politique. Donc on pourrait dire c'est factuellement ce qui s'est passé, à ce qui se serait produit dans des conditions exactement similaires, sauf que sans A. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contrefactuel. Voilà. Et déjà, quand on a dit ça, on dit quelque chose qui est pas si trivial que ça. Parce qu'effectivement, dans les discours politiques, c'est pas cette définition de la causalité qu'on utilise. Bon. Par exemple, Macron, dans la vidéo YouTube où il défend son bilan sur l'écologie, il dit « Nous avons rénové plus d'1 million de logements grâce à ma prime rénov'. » Mais en fait, c'est pas ce qu'il dit et c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que factuellement, on a eu 1 million de logements qui ont été rénovés avec la prime. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le contrefactuel, c'est-à-dire sans la prime, combien de logements auraient été rénovés? Est-ce que ça aurait été 500 000, 800 000? Et l'impact vraiment de la prime, c'est pas le nombre de logements qui ont été rénovés, c'est le nombre de logements qui ont été rénovés avec la prime, moins le nombre de logements qui auraient été rénovés de toute façon sans la prime. Alors, la question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on construit un contrefactuel? Bon. On n'a pas de machine à voyager entre les dimensions. Enfin, je ne suis pas ingénieur, mais il me semble qu'on est plutôt à un stade embryonnaire sur cette technologie. Donc, comment on fait? Ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que seules les méthodes d'inférence causale dont je vais vous parler permettent de le faire de manière convaincante. Sauf si vous êtes Frédéric Lordon, Raphaël Enthoven, vous insérez ici un intellectuel que vous trouvez un peu péremptoire, auquel cas vous pouvez effectivement, grâce à votre gros cerveau, savoir ce qui se serait passé dans un monde où on n'aurait pas mis en place ces politiques, et traiter d'imbéciles ceux qui pensent le contraire. Mais pour les gens un petit peu limités comme moi, on a besoin de méthodes un petit peu rigoureuses. Alors pourquoi les méthodes d'inférence causale permettent de savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place la politique? Je vais parler des méthodes les plus courantes, l'essai contrôlé randomisé, donc ECR. L'idée d'un essai contrôlé randomisé, c'est que vous partez d'une population, puis vous allez tirer au sort un groupe traitement qui va bénéficier de la politique, et tirer au sort voilà, le reste qui va être un groupe contrôle, qui ne va pas bénéficier de la politique. Ce qui est très puissant avec cette démarche, c'est que le tirage au sort permet de rendre les groupes parfaitement comparables a priori. Si on tire au sort, par définition, il n'y a pas de raison systématique qui puisse expliquer que les ménages et les entreprises qui pollueraient plus de toute façon se retrouvent dans le groupe contrôle plutôt que dans le groupe traitement. Et donc, si vous faites de nombreux essais de grande taille, parce qu'on appelle la loi des grands nombres, le seul facteur qui distingue le groupe contrôle du groupe traitement, c'est le traitement. Et toute la différence entre les groupes, alors, ne peut être attribuable qu'au traitement. Le groupe contrôle, dans ce cas-là, c'est le fameux contrefactuel dont je parle depuis 5 minutes. Et de fait, vous avez eu beaucoup d'essais contrôlés randomisés qui ont été menés depuis les années 30 pour évaluer les politiques publiques. Bon. On pense que c'est quelque chose qui a été un petit peu volé par les chercheurs en sciences sociales à la médecine. Historiquement, c'est pas vrai. Ça a commencé en agriculture et premier essai contrôlé randomisé en sciences sociales, c'est 1927. Et donc ces essais, ils sont une ressource très très précieuse pour savoir évidemment, comme je disais, l'effet des politiques publiques, mais aussi pour nous apprendre que certaines politiques rapportent plus
que ce qu'elle ne coûte à l'État. Alors, effectivement, quelques exemples. Il y a une politique éducative qui est très célèbre, qui s'appelle le Perry Preschool Project, qui a été menée dans les années 60 aux États-Unis. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était une politique qui visait à aider des jeunes de milieux très très défavorisés scolairement, alors qu'ils avaient entre 3 et 5 ans. On s'est rendu compte que cette politique, elle a 20 ans après, sur ces jeunes qu'on a aidés entre 3 et 5 ans, augmenté leur probabilité d'être en emploi, augmenté leur salaire, ça a baissé la propension à commettre le crime, si bien que l'État a eu 16 $ en recette fiscale pour 1 $ qu'il a investi. Bon. Parce que, évidemment, si les gens ont un emploi, vous n'avez pas à leur verser les cotisations chômage. S'ils ont un salaire, ils payent des taxes. Et s'ils ne sont pas en prison, vous n'avez pas à leur payer la prison. Bon. C'est une politique qui a marché remarquablement bien. C'est un peu un outlier, c'est un peu une exception. Mais si on regarde cette méta-analyse, on peut dire dans l'idée, cette étude d'études qui résume l'impact de 133 politiques sociales menées aux États-Unis au XXe siècle, on se rend compte que la plupart des politiques ciblées sur les enfants aux États-Unis se sont remboursées d'elles-mêmes. Donc, c'est pas si rare que ça qu'une politique se paye pour elle-même. Et c'est un des autres avantages des essais contrôlés randomisés que de pouvoir évaluer ces rendements effectivement fiscaux de la politique. Et évidemment, si la transition écologique vise OK, c'est quand même très intéressant de savoir que vous pouvez aider des gens avec moins d'argent parce que certaines politiques sont efficaces ou qu'en tout cas, certaines politiques ne vident pas les caisses de l'État. Bon. Cela dit, on pourrait se dire, mais enfin, là on parle de sujets de sciences sociales, d'éducation, de psychologie. Pour des sujets environnementaux, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la physique appliquée, les modèles d'ingénierie, pour estimer le contrefactuel, pour essayer de savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place une technologie, effectivement, voilà. Alors c'est toujours très intéressant et très important de faire ce genre d'exercice. Je vous ai mis ce qu'on appelle les fameuses courbes McKinsey, qui sont des courbes très très célèbres, et qui vous disent effectivement, pour plein de politiques, combien ça vous coûte d'enlever 1 tonne, effectivement, de CO2. Et vous avez des politiques, effectivement, qui semblent avoir des coûts négatifs, donc qui rapportent. Vous avez des politiques qui ont des coûts positifs, donc pour enlever 1 tonne de CO2, ça vous coûte effectivement quelque chose. Ces estimations, elles sont très importantes, mais elles ne tiennent pas en compte des facteurs humains absolument majeurs. On parlait ensemble, il y a quelque temps, de l'effet rebond. Donc, le fait qu'effectivement, si le prix de votre énergie baisse parce que votre maison est isolée, vous allez peut-être consommer plus. Ces estimations ne tiennent pas compte de ça. Avec les essais contrôlés randomisés, on peut tenir compte de ces effets humains et puis d'autres biais potentiels. Et on se rend compte qu'il y a des choses un petit peu différentes que ce qu'il y a de prédit dans les modèles qui se passent. Donc, par exemple, il y a une étude célèbre de 2015 en économie qui rapporte les résultats d'un essai contrôlé randomisé mené auprès de 30 000 foyers aux États-Unis et qui évaluait le Weatherization Programme, qui est un grand programme d'efficacité énergétique aux États-Unis, donc aider les ménages, effectivement, c'était des subventions, pour aider les ménages à rénover leur maison. On s'est rendu compte que les économies réelles d'énergie étaient environ 2,5 fois inférieures à celles projetées par les modèles. Alors pourquoi ? Peut-être un petit peu à cause de l'effet rebond, bon. Mais en même temps, on trouve que les logements qui ont bénéficié des mesures d'efficacité énergétique, ils n'ont pas de température beaucoup plus élevée, donc on n'est pas sûr. Il y a des travaux plus récents qui essaient de décomposer et qui expliquent que l'écart entre ce qui était prédit et ce qui s'est passé, c'est dû à un autre facteur humain que l'effet rebond, qui est en fait la qualité des travaux de rénovation. Donc il semble que certains modèles d'ingénierie disent ce qui se passe dans le meilleur des cas, et puis parfois on tombe sur des gens qui ne sont pas absolument excellents et qui donc font certaines choses mal. Vous avez un petit rôle de 6% pour l'effet rebond, mais ce n'est pas grand-chose. Un autre exemple de l'importance d'avoir une approche expérimentale qui vient compléter une approche ingénieriale des politiques publiques et qui tient en compte des facteurs humains, c'est ce qui s'est passé avec Power, qui était un des premiers compteurs intelligents aux États-Unis, donc qui était censé vous permettre des économies d'énergie. Donc c'est effectivement un compteur intelligent qui, par exemple, sait quand vous sortez de votre maison, et puis quand vous êtes dehors de votre maison, il vous coupe le chauffage. Voilà. Les créateurs de la boîte se sont rendus compte que, en fait, les avantages d'Opower en termes d'efficacité énergétique tendaient à disparaître dans le temps, parce qu'en fait, les gens finissaient par aller dans l'application et puis par défaire tout ce que la machine avait fait. Donc, par exemple, si vous avez un chat ou si vous avez un chien chez vous, vous n'avez peut-être pas envie qu'Opower vous coupe le chauffage, parce que vous avez envie que votre chat ou votre chien est chaud. Bon. Et donc, c'est poser la question de dire, mais en fait, bon, on a cette technologie qui est bien, mais elle ne suffit pas à inciter les gens, et elle ne suffit pas à faire des économies d'énergie. Comment est-ce qu'on crée une incitation
pour faire en sorte à partir de ça que les gens effectivement, puissent faire des économies d'énergie. Et donc, ce qu'a essayé l'économiste Hunt Alcott, qui a mené 111 expériences sur 8 millions d'Américains, en fait, il a mené une expérience où il montre que ce qui va vous aider et ce qui a marché pour réduire la consommation d'énergie, c'est d'envoyer aux ménages américains qui consommaient plus que leurs voisins un message disant « Attention, vous consommez plus que vos voisins ». Et par cet effet en fait, de honte sociale, ça a effectivement baissé la consommation d'énergie. Alors, et de manière assez persistante d'ailleurs, il me semble que si vous repassez 7-8 ans, les effets sont toujours là du message initial. Par contre, le petit défaut, c'est que ça n'a que marché dans les villes à majorité démocrate. Donc la droite américaine, les républicains, ils s'en fichent de consommer plus d'énergie que leurs voisins. Mais donc voilà, c'est un autre exemple de l'importance de combiner une approche expérimentale et effectivement une approche, on pourrait dire, un peu comportementale dans les politiques publiques, et donc de l'intérêt des essais contrôlés randomisés qui permettent de tenir compte de tout ça. Bon. C'est intéressant parce que ça nous permet aussi d'arrêter une certaine opposition un petit peu caricaturale et stupide entre, on aurait d'un côté les lois de la physique contre les lois de l'économie. Le réchauffement climatique, c'est évidemment le fruit de décisions humaines qui vont activer des processus physiques. Et donc il faut comprendre le problème par tous les bouts de la chaîne. Vous ne pouvez pas négliger les savoirs. Et donc, d'ailleurs, cette opposition, elle n'existe pas dans la recherche entre les sciences, sur les questions de l'environnement, entre les sciences physiques et les sciences économiques. Vous avez beaucoup effectivement d'économistes de l'énergie ou de l'environnement qui sont des ingénieurs à l'origine, qui travaillent avec des ingénieurs, qui lisent, voilà. Alors, c'est une idée qui est répandue mais qui est fausse. Effectivement, dans la recherche en économie, cette opposition n'est pas très marquée entre les lois de la physique et les lois de l'économie. Je pensais que c'était effectivement important de le dire. Une autre conséquence qui est intéressante, une autre conséquence, devrais-je dire, de reconnaître l'absurdité de cette opposition entre les lois de la physique et de l'économie, c'est d'abandonner cette formule que j'entends tout le temps, qui est de dire les lois de la physique ne changent pas avec l'édition humaine, alors qu'on pourrait tous se mettre d'accord autour d'une table et puis changer d'un coup les lois de l'économie. J'ai vu des gens très intelligents qui disaient ça, mais ce n'est pas un bon argument, c'est un mauvais jeu de mots. Parce que le mot loi a deux sens. Il y a les lois scientifiques, donc les déterminants de quelque chose, ce qui explique qu'un corps chute, ce qui explique que les gens prennent des décisions, et il y a les lois législatives. Et on peut changer autant qu'on veut les lois législatives, mais quand il s'agit des lois, ce qu'on pourrait dire des lois scientifiques, des lois de l'économie, on ne peut pas vraiment fermer les yeux et contraindre les gens à se comporter comme on le voudrait. On ne peut pas changer les déterminants des comportements des gens. On peut activer les déterminants des comportements des gens, on peut comprendre ce qui les fait réagir, mais par la force de notre pensée, on ne peut pas juste changer effectivement. Voilà. Et donc, il faut au contraire étudier les déterminants, étudier ce qui permet d'augmenter ou de réduire le soutien aux politiques environnementales, et puis dans quel contexte, évidemment, ça marche. C'était d'ailleurs le reproche qu'a fait Christian Gollier au rapport du Shift Project. Il a dit vous avez fait tout un plan de planification de l'économie sans jamais vous poser la question du consentement politique. Bon. De manière générale, j'aimerais juste souligner que cette question du consentement et de l'intérêt d'étudier le consentement des gens à faire des politiques environnementales, elle se pose même si vous voulez faire la révolution. Hein, parce que, alors, pas forcément pour le grand soir. Si vous voulez prendre le pouvoir par les armes et le prolétariat, sans doute il vous faut un manuel de guérilla, pas forcément un manuel d'évaluation et des politiques publiques. Mais c'est utile pour le petit matin d'après, pour savoir ce qu'on fait. Et même si vous rêvez effectivement d'un régime autoritaire, je ne suis pas spécialiste des régimes autoritaires, mais il semble que même dans les régimes autoritaires, vous ne pouvez pas tout à fait faire fi complètement du consentement des populations. On voit ce qui s'est passé en Chine, où même en Chine, la politique zéro Covid a créé des fortes manifestations et le gouvernement a dû reculer. Voilà. Et justement, grâce aux méthodes dont je vais vous parler, on va pouvoir documenter de manière descriptive le degré de soutien aux politiques environnementales, mais on va pouvoir étudier ce qui fait augmenter le soutien des gens aux politiques environnementales, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a une expérience qui est très célèbre de chez le prêtre, Adrien Fabre et Stéphanie Sainte-Cheva et co-auteurs, qui ont mené plusieurs essais contrôlés randomisés avec 40 000 participants issus de 20 pays qui représentent 72% des émissions de la planète. Ouh là là, excusez-moi. Dites donc. Voilà. Donc, ces trois chercheurs, ils se demandent comment on fait pour augmenter le soutien aux politiques environnementales. Et dans l'expérience, ils montrent qu'en fait, que quand vous informez les gens sur les dangers du changement climatique, ça n'a pas d'impact sur leur degré de soutien aux politiques environnementales. Alors ils sont plus inquiets, mais ils ne sont pas plus pour une taxe carbone. Ils ne sont pas plus pour interdire les véhicules thermiques en 2030. Créer de la préoccupation, c'est pas créer une envie d'intervention étatique. C'est deux choses différentes.
Ce qui compte dans leur étude, les traitements, on parle de traitements informationnels, donc les informations qui marchent pour changer les opinions des gens. Ce qui compte, c'est de montrer, dans ces traitements informationnels, que une politique, elle est efficace pour réduire les émissions, elle va marcher, pas parler du réchauffement climatique, parler de cette politique, voilà l'impact que ça va avoir. Deuxièmement, il faut convaincre les gens que ça ne va pas affecter disproportionnellement les plus pauvres, cette politique précise dont on parle. Et troisièmement, il faut convaincre le foyer de l'étude qu'il risque de pas trop y perdre, voilà, voire même qu'il risque d'y gagner avec cette politique. C'est ça qui marche. Bon. De manière générale, je sais que dans les milieux écologiques, beaucoup de militants articulent la question des inégalités économiques et la question du soutien effectivement aux politiques environnementales. On va faire de la redistribution pour financer les politiques environnementales, on a ces formules. L'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Bon, donc je vais vous parler aussi de résultats d'une étude que j'ai menée avec des chercheurs à l'OCDE sur ce sujet, sur le sujet de comment est-ce que effectivement on crée du consentement à l'impôt et comment on crée du consentement à la redistribution. Et là aussi, notre résultat, ça a été de dire que créer de la préoccupation, c'est pas non plus créer une envie d'intervention étatique. Donc on a fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on résume les résultats de 36 expériences qui informent des individus sur les inégalités, soit dans leur pays, soit dans le monde. Et on s'est rendu compte que ça augmente de manière notable la part d'individus qui pensent que les inégalités ne sont pas bien. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est un effet beaucoup plus faible sur le désir d'intervention de l'État pour distribuer les revenus. Donc les gens, en moyenne, quand vous leur dites « Regardez, voilà l'état des inégalités dans votre pays », ils vont dire « Oh là là, vraiment, elles sont trop hautes, elles sont plus hautes que ce que je pensais, en moyenne. » Mais par contre, ça ne déclenche pas une envie que l'État intervienne. Et ce qui marche à nouveau, un petit peu plus, c'est d'avoir des traitements informationnels, des études, où effectivement, on parle très précisément d'une politique et on souligne les avantages de tel type de taxation, et ça fait un peu bouger. Bon, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer cette leçon intéressante qui est que créer de la préoccupation, c'est pas créer une envie d'intervention étatique. À quel point les essais contrôlés randomisés peuvent effectivement peuvent être un outil intéressant pour les militants. Voilà. Je prétends pas que ce soit le seul ou qu'il faille en faire systématiquement. Je dis juste, bon, bah écoutez, ça peut être utile. Ça peut être utile, mais ça l'est pas tout le temps, parce que il y a pour plein de politiques environnementales, et en particulier pour des politiques plus ambitieuses, on ne peut pas forcément mener des essais contrôlés randomisés. Si je reviens à la question de l'évaluation des politiques publiques.